Donc, le travail en horaire atypique et la qualité du sommeil, eh bien, les différents rythmes de travail en 2024, c'est ce qu'on va voir maintenant sur les aspects réglementaires et épidémiologiques. Alors, j'ai mis bien entendu épidémiologique entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas d'une maladie, même si les aspects de décalage vont générer un certain nombre de troubles. Alors, bien entendu, il faut d'abord tenir compte du rythme standard. Et le rythme standard de travail, c'est du lundi au vendredi entre 8 heures et 20 heures. Ce qui veut dire que les horaires de travail atypiques, car ils vont être décalés soit dans la journée, soit dans la semaine. Et donc, nous allons voir successivement le travail de nuit, le travail posté, le travail le week-end, le travail à horaire décalé dans la journée. Et puis, on ne peut pas terminer un topo sur les organisations des rythmes de travail sans parler du télétravail qui s'est considérablement développé, bien entendu, depuis la pandémie du Covid. Alors, le travail de nuit, sa définition me semblait simple avant de travailler le sujet. Elle est en fait beaucoup plus compliquée. Donc, tout travail euh, au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, est considéré comme du travail de nuit. D'accord? Donc, si vous travaillez, par exemple, de 20 heures à 5 heures du matin, ce qui ferait une période de 9 heures, bah, l'heure travaillée de 20 heures à 21 heures, c'est du travail de nuit. Mais on vient tout de suite préciser que la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. Et ça, c'est ce qu'on appelle des dispositions d'ordre public, c'est-à-dire c'est des dispositions qui s'imposent en principe à toutes les entreprises. Mais déjà, il y a une dérogation à cet article pour les activités de production rédactionnelle, industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographique, de spectacles vivants, de discothèques. Et là, la période de travail, c'est non plus d'au moins 7 heures, mais non plus d'au moins 9 heures, mais d'au moins 7 heures consécutives, comprenant toujours l'intervalle minuit, 5 heures du matin. Alors naturellement, ces horaires peuvent faire l'objet d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise. Et par exemple, on peut décider de faire travailler les gens de 22 heures à 7 heures. Et donc là, on va avoir donc un travail de nuit, bien entendu, entre 5 heures et 7 heures, c'est des heures de nuit. Alors, en l'absence de tout accord sur les heures travaillées, eh bien, les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures sont considérées comme du travail de nuit, ce qu'on appelle des dispositions supplétives. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas aussi simples parce que finalement, entre minuit et 5 heures, les heures travaillées sont toujours des heures de nuit. Entre 21 heures et minuit, ça dépend. Et entre 5 et 7 heures, cela dépend. Par exemple, le travail de 5 à 6 ne constitue pas une heure de travail de nuit si le début du travail est à 5 heures. D'accord? Donc, on pourrait se dire, bon, c'est des arguties. Ah, mais non, pas du tout. Parce que le problème, c'est que à la définition du travail de nuit va s'associer la définition du travailleur de nuit. Et le travailleur de nuit, c'est tout salarié qui travaille au moins 3 heures de nuit, au moins 2 fois par semaine. Ou tout salarié qui, au cours d'une période de référence, fait un nombre minimal d'heures de travail de nuit tel que défini par la Convention ou un accord collectif. Ou, s'il n'y a pas d'accord collectif, tout travailleur qui travaille au moins 270 heures de nuit sur une période de 12 mois consécutifs. Donc vous voyez que finalement, ce travail de nuit, dans sa définition, et puis le travailleur de nuit, tout ça est très important parce que si vous sortez de la définition, vous sortez de la compensation. D'accord? C'est-à-dire que le travailleur de nuit, c'est plus considéré comme un travailleur de nuit, ou les heures ne sont pas considérées comme un travailleur de nuit. Vous voyez que au moins 3 heures de nuit, c'est très important, bien entendu, sur comment ça se passe.
Alors, comment on met en place le travail de nuit actuellement dans le Code du travail? Eh bien, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et nous allons voir bien entendu les impacts que ça a sur la santé, être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, y compris commerciale, hein, et surtout actuellement dans les zones touristiques, et des services d'utilité sociale. Sa mise en place doit faire l'objet d'une concertation avec les représentants du personnel et naturellement avec les médecins du travail. Et ils ont un rôle très important pour déterminer ce travail de nuit qui reste un travail exceptionnel. Alors le problème, c'est que exceptionnel, pas tant que ça, puisque le travail de Marion Hu a montré que le nombre de travailleurs de nuit habituels et occasionnels a augmenté de 15,8% en 1982 à 16,4% en 2015, passant donc de 3,67 millions de travailleurs de nuit à 4,37 millions, c'est-à-dire qu'on a fait plus 700 000. C'est pas anodin, plus 700 000 travailleurs de nuit pour quelque chose qui est exceptionnel, qui doit être défini comme exceptionnel. Le travail de nuit est plus courant chez les hommes que chez les femmes, puisqu'en 2015, les hommes, il y en avait 22,4% qui travaillaient la nuit, alors qu'il n'y avait que 10% des femmes. Mais chez les femmes, la proportion de travailleurs de nuit habituels a fortement augmenté entre 1982 et 2015, passant de 173 000 femmes travailleuses de nuit habituelles en 1982 à 581 000 en 2015. Donc c'est une augmentation considérable. Et pourquoi il y a cette augmentation? Eh bien simplement, on a eu une levée d'interdiction. Je vous rappelle la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles et des femmes dans les établissements industriels. Dans son article 4, disait les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements énumérés à l'article 1er, qui était l'ensemble des filatures, des établissements industriels, etc. Et tout travail entre 21h et 5h du matin est considéré comme travail de nuit. Donc vous voyez que en 1892, la situation est extrêmement claire. Entre 21h et 5h du matin, c'est du travail de nuit. Et si vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit de travailler, sauf si vous êtes dans un établissement de soins, il y avait bien, ou dans la sécurité, mais il y en avait très peu. Alors cette interdiction a été levée tout à fait récemment, enfin récemment, il y a 23 ans. Pourquoi? Au nom de l'égalité homme-femme. On ne pouvait pas interdire l'accès à un travail aux femmes sous prétexte qu'elles étaient femmes. Je ne sais pas, et vous voyez bien entendu sur cette photo les manifestations d'un certain nombre d'employés de services de propreté qui travaillent la nuit, qui peuvent maintenant travailler la nuit. Je ne sais pas si cette égalité a été très très profitable puisque maintenant vous avez 573 000 femmes qui travaillent la nuit. Donc c'est tout à fait considérable. Donc il y a eu un débat terrible en 2001 parce qu'en fait il y avait eu une loi européenne qui devait se traduire dans le droit français, qui faisait qu'au nom de l'égalité homme-femme, on ne pouvait pas interdire. Et donc il y a eu un certain nombre de procès qui ont été conduits parce que des entreprises avaient embauché des femmes la nuit et donc les entreprises étaient retournées sur la loi européenne en disant mais vous devez absolument tenir compte de la loi européenne et la traduire, sauf que la loi européenne est en contradiction avec l'Organisation internationale du travail. Donc, c'est des choses qui sont compliquées. Toujours est-il que ce travail de nuit, vous verrez que c'est quand même celui qui a fait l'objet de du plus grand, la plus grande étude sur le plan réglementaire, avec, vous voyez, les difficultés réglementaires de réaliser ça. Ensuite, vous avez le travail posté. Alors, le travail posté, c'est un travail en équipe successive alternante.
et c'est ce qui a été défini dans la directive européenne en novembre 2003. Donc, tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes, selon un certain rythme, y compris rotatif. Donc, le travail posté ne signifie pas forcément que vous avez un rythme rotatif. Le travail posté dit simplement que vous travaillez sur le même poste. Et donc, le rythme de travail peut être continu ou discontinu, et entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée. Et les jours de semaine, et voilà. Alors, le travail posté le plus classique et le plus connu était le 3-8, donc trois équipes de 8 heures qui se succédaient sur le même poste et qui avaient une rotation. Et ça, c'était surtout dans les milieux industriels. Et il y a eu tout un tas d'études pour savoir comment il fallait faire les rotations. Et les rotations rapides dans le sens naturel étaient celles qui semblaient donner le moins de troubles. Je vous rappelle que les infirmières sont aussi en travail posté. Alors, elles travaillent très souvent en 2-8, c'est-à-dire qu'il y a deux équipes la journée et qui fait une le matin, une l'après-midi, mais que par contre, l'équipe de nuit reste la nuit, il n'y a pas de rotation. D'accord? Mais c'est encore du travail posté. Alors, après, il y a le travail le week-end. Alors, le travail le week-end, c'est considéré comme un travail à horaire atypique. Et donc, dans cette enquête réalisée par l'INSEE en 2021, vous voyez que les gens qui ont travaillé en horaire atypique au moins une fois au cours des 4 semaines qui précédaient l'enquête, eh bien, vous avez ceux qui ont travaillé le samedi, c'est ceux qui sont majoritaires, c'est-à-dire 36% de ces travailleurs atypiques ont travaillé le samedi, 20% le dimanche. Donc c'est ça. Et donc vous voyez très clairement que, bien entendu, il y a beaucoup d'employés, 45% qui font des samedis. D'accord? Alors que bien, les cadres, il n'y en a que 32%, mais on est à peu près homogène. Bien entendu, il y a des gens qui travaillent le soir et les gens qui travaillent la nuit. Donc on a au total 10%. Pour les non-salariés, vous voyez que ceux qui travaillent le week-end, c'est 71%. Donc c'est un peu curieux quand même. 71%, c'est énorme. Donc ça veut dire que le week-end n'est pas considéré par les travailleurs non salariés comme un jour de repos, bien entendu. Euh, donc ce travail le week-end, c'est sûr que c'est quelque chose qui a évolué et qu'on a de plus en plus des travailleurs qui travaillent le samedi ou le dimanche. Et puis le travail à horaire décalé. Et là, je vous prends un exemple dans le secteur des entreprises de propreté qui est quand même un exemple qui a été, enfin, qui pour moi est un rythme de travail qui est quand même extrêmement délétère. Lever 4 heures du matin pour une prise de poste à 5 heures, vous travaillez jusqu'à 8 heures dans des bureaux vides, dont vous faites la propreté, puis vous partez, vous faites ce que vous voulez, et vous reprenez à 17 heures quand les bureaux sont vidés pour travailler jusqu'à 20 heures. Et donc, il est évident que ce type de travail est extrêmement délétère pour tout un tas de raisons, à la fois rythmiques, mais également de convivialité. Heureusement, certaines entreprises ont commencé à dire, mais écoutez, pour la propreté, on devrait pouvoir assez rapidement travailler la journée et la réponse, bien entendu, est développée par un certain nombre d'entreprises, mais encore faut-il que le client accepte que pendant les heures d'ouverture des bureaux, il y ait la propreté. Les autres contraintes, malheureusement, du travail à horaire atypique, c'est des horaires qui sont plus irréguliers d'un jour sur l'autre. Vous voyez que 35% de ceux qui ont un travail à horaire atypique ont des horaires réguliers, alors que c'est que 24% chez les autres salariés. Les journées sont volontiers discontinues chez 9% d'entre eux, alors qu'ils ne sont que 3% pour l'ensemble des salariés. Et les horaires imprévisibles, c'est 12%. Et donc, vous voyez que non seulement vous avez des horaires atypiques, mais vous avez également des contraintes temporelles dans l'organisation du travail qui sont
supérieur. L'évolution du travail horaire atypique, eh bien, vous voyez que c'est quelque chose d'assez stable. Là, vous avez le travail horaire atypique et vous voyez que l'effet de la pandémie fait qu'il y a un certain nombre euh, d'horaires sont arrêtés, le week-end en particulier. Le travail de nuit a été peu modifié, mais que par contre, le samedi, c'est en clair, et le dimanche ont été infléchis et il semble que cet infléchissement perdure après la pandémie, hein, en 2021. Et donc, incontestablement, du fait de la pandémie, les gens se sont dit, mais pourquoi je travaille avec un horaire atypique? Et pourquoi j'arrêterai pas? Et il y en a certains qui se sont arrêtés. Hop. Alors, Lambert et Langlois, dans une étude, ont montré qu'on pouvait répartir les différents régimes temporels de travail en quatre groupes. Le groupe 1 correspond à 58% des salariés qui travaillent en horaire standard, c'est-à-dire une semaine de 35 ou 39 heures, avec des horaires stables dans 83% des cas. Ce sont souvent des gens diplômés, 49% ont un diplôme du supérieur. Ensuite, vous avez le groupe 2 qui est 12% des salariés. Alors, c'est des salariés en surtravail avec des horaires débordants qui travaillent le week-end, qui travaillent plus de 44 heures par semaine. Le groupe 3, c'est 18% des salariés qui sont des petits temps fragmentés et imprévisibles, qui ont une prédominance féminine peu qualifiée, avec un travail à temps partiel, souvent le week-end, souvent des horaires coupés, souvent la nuit. Et le groupe 4, des salariés à horaires alternants réguliers, 45% travaillent la nuit ou 55% des horaires alternants. Et donc l'avantage de ces quatre groupes, c'est que vous voyez que le groupe 3 est quand même le groupe qui va être avec un régime temporel du travail qui est le plus désastreux et sur le plan de leur santé physique. Alors, bien entendu, le service de santé au travail, c'est l'interlocuteur privilégié, mais encore faut-il qu'il y ait un service de santé au travail, donc que l'entreprise soit assez grande. Et c'est sûr qu'il va permettre d'accompagner les entreprises dans l'organisation des rythmes de travail et aussi dans l'environnement du travail, en particulier l'environnement lumineux, les salles de pause, et pour accompagner les salariés via une visite d'information et de prévention préalable à leur affectation sur un poste et un suivi spécifique. Et donc ça, c'est des acteurs qui sont tout à fait indispensables, mais qui malheureusement, dans ce groupe 3, qui est très avec des organisations temporelles qui sont quand même très dures, et malheureusement, il y a souvent des entreprises qui sont petites où les médecins du travail ont du mal à donner des consignes. Enfin, je terminerai par le télétravail qui désigne toute forme d'organisation du travail dans lequel le travail doit être exécuté hors des locaux de l'entreprise. Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou à défaut dans le cadre d'une charte. Et cette charte doit préciser les conditions du passage en télétravail, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions à mettre en œuvre pour le télétravail, en particulier les conditions matérielles, puisqu'il va utiliser des télécommunications, les modalités de contrôle du temps de travail, de la régulation de la charge, et puis la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut l'appeler au téléphone pour contacter le salarié qui est en télétravail. Et donc tout ceci doit être défini. Donc l'information du télétravailleur sur les rythmes veille-sommeil et l'organisation de l'environnement de son télétravail est indispensable. On a vu malheureusement que les gens se mettaient à télétravailler chez eux au moment de la pandémie. Et en termes de rythme et d'horaire, c'était quand même, on leur avait rien dit de spécial. Et donc, ils travaillaient un peu n'importe quand avec des charges de travail et des environnements de travail, c'est-à-dire l'endroit où ils travaillaient, le bureau, ils travaillaient sur le lit, ils travaillaient sur le canapé, etc. Donc, il faut en parler aux télétravailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Alors, en conclusion, les nouvelles temporalités du travail sont nées d'une volonté d'adapter l'homme au travail sont pas nés comme ça. C'est que on avait besoin d'une main-d'œuvre éventuellement 24 heures sur 24 ou d'une autre façon. Et donc, on a adapté les horaires de travail et l'homme a dû s'y adapter.
Ces nouvelles temporalités ont généré des altérations de la santé, et ces altérations de la santé, il faut les reconnaître et il faut les prévenir